ça bouillonnait en moi. Je voulais faire les choses, je voulais investir, mais je n'étais pas suivi, je pouvais en parler à personne. Je stagnais finalement. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'activer. Je voulais arriver à quelque chose de mieux, mais j'osais pas. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? On a voulu franchir le pas et après, le reste s'est passé avec toi. C'est ça. En le faisant, je savais très bien qu'on allait récupérer la somme x10. Déjà rien qu'à l'achat, on a acheté le bien sous les prix du marché. Déjà là, on avait tout gagné. On avait déjà récupéré 3-4 fois l'investissement. On sort avec un projet qui fait 500-600 euros de cash flow net, plus ou moins. Exactement, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Bienvenue sur ce podcast, c'est le premier épisode de ce podcast qu'on a nommé Be the Change. Alors, je vous explique rapidement le but de ce podcast. Le but de ce podcast, c'est vous aider à vous conscientiser avec les discussions qu'on va avoir avec les divers intervenants ici. Le but, ça va être de comprendre comment ces personnes ont été eux-mêmes leur changement. Ce que je veux vous faire comprendre à travers les discussions qu'on va avoir avec des personnes qui sont entrepreneurs, des personnes qui sont dans le business, mais des personnes également qui sont passées par exemple, notre programme d'accompagnement, et comme Jimmy qui est aujourd'hui avec nous dans notre programme d'accompagnement, c'est en fait qu'est-ce qu'ils ont réussi à changer eux-mêmes, en eux, qui leur permet d'obtenir des nouveaux résultats dans leur vie externe. Et c'est vraiment ça qui m'importe dans ce podcast de vous partager, c'est vraiment le fait de comprendre comment est-ce que vous aussi, en nous écoutant, vous allez pouvoir devenir le changement que vous voulez voir dans votre vie. C'est parti, premier épisode aujourd'hui avec Jimmy. Donc Jimmy, bienvenue dans le podcast. Merci Anna. Super, donc Jimmy, tu viens de Belgique, hein, comme moi. Hein. Exactement. Super, Jimmy, pour la petite histoire, qui donc, à la base, Jimmy est un client du programme d'accompagnement qui s'appelle le programme d'accompagnement Libre TFG. Et Jimmy est une personne que j'apprécie particulièrement en tant qu'humain. Et voilà, on va en parler, je ne vais pas en dire trop, mais aujourd'hui, il faut savoir que Jimmy fait partie de mon équipe aussi, donc il a intégré l'équipe il y a quelques mois. Et voilà pour vous donner un peu le contexte. Donc, Jimmy, la première question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, Jimmy? Écoute, pour le moment, je suis toujours salarié. En fait, je suis fonctionnaire. Moi, je travaille à la SNCB de base. Ça fait depuis maintenant 14-15 ans que j'y suis. Okay. Donc, je suis fonctionnaire là. Ok. Si je peux demander, si ça ne te dérange pas, combien est-ce que tu gagnes plus ou moins par mois? Bon, maintenant ici, je tourne aux environs entre 3 000 et 3 300 euros par mois. Ok. Parce que bon, j'ai un poste à responsabilité depuis peu. Ok. Donc, du coup, un revenu confortable. Exact. Très bien. Ça va. Très bien. Et tu as quel âge, Jimmy? Moi, j'ai 37 ans. 37 ans. 37 ans, ouais. Jimmy, si tu peux nous expliquer dans quelle situation familiale tu as vécu? Ben écoute, moi je suis fils d'ouvrier, donc moi, mon papa était à la SNCB aussi, donc du coup voilà, c'est vraiment ça, de génération en génération. Okay. Donc moi, j'ai été élevé dans une famille d'ouvriers, du coup ici avec une mentalité fort conservatrice, donc du coup on était vraiment sur la sécurité avant tout, avoir sa maison, avoir son emploi stable, des revenus fixes, et on tenait vraiment à ça quoi. Donc moi j'ai été vraiment drillé dans cet état d'esprit-là, en fait, finalement. Okay. Ta maman, si je peux demander, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Ma maman travaillait simplement dans une blanchisserie. Ok, d'accord. D'accord, super. Et quel style de jeunesse tu as eu? Tu allais à l'école? Oui. Tu peux juste nous en parler un peu plus de tes 0 à 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? J'ai de très bons souvenirs. Franchement, je manquais de rien. J'ai été fort couvé même par mes parents. Ils étaient fort vraiment présents pour moi. Non, je garde de très bons souvenirs, de très très beaux souvenirs. J'ai été élevé avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. On m'a inculqué de belles valeurs, le respect des choses, de l'humain, et j'en garde un très très beau souvenir. Ok. Quelle est la phrase que tu te souviens que ta maman t'a dit le plus souvent? La phrase qu'on m'a redite le plus souvent, c'était d'être respectueux avec les gens, d'être respectueux, et de ne certainement pas faire le mal autour de soi. Ok. Ouais. C'est marrant parce que ça se ressent plus... souvent, j'aime bien poser cette question. Ouais. Et souvent, quand on répond à cette question, en fait, je comprends que la personne, de quoi elle a été nourrie, en fait, c'est la personne qu'elle est aujourd'hui, tu vois. Okay. Par exemple, quand tu dis, moi, la phrase qu'on m'a dit, c'est d'être respectueux et de ne pas faire le mal autour de soi. Exactement. En fait, quand on est avec toi, Jim, on se sent bien. Et on sent que tu as une bienveillance qui est complètement naturelle auprès des gens. C'est cool. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ce que tes parents ils te disaient certainement le plus. Exactement, ça restait bien ancré. C'est marrant.
Tu as été à l'école traditionnelle, j'imagine. Traditionnelle, j'ai suivi l'école traditionnelle, j'ai fait des études en tourisme, que j'adore voyager, donc du coup mes études ont été axées là-dessus aussi. Et voilà, j'ai terminé mes humanités, donc du coup traditionnelle. Parfait, donc une vie traditionnelle à la belge, si je veux dire, l'école, etc. Exactement. Du coup, j'aimerais qu'on commence à parler un petit peu plus de ce qu'on est côté business, entrepreneurial. Ouais. Tes parents, du coup, voilà, ton papa a travaillé à la SNCB, ta maman dans une blanchisserie, donc ils sont tous les deux salariés. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'ils te parlaient de business? Est-ce qu'ils te parlaient de finance? Est-ce qu'ils te parlaient d'argent? Qu'est-ce qu'il en était de ce côté-là? Pas du tout. Business, pas du tout. Comme je te le disais, moi, ça a été fort axé sur l'épargne. L'argent a toujours été vraiment légèrement tabou. Hein. Ouais. Moi, pour la petite histoire, j'ai plus parlé du passé de mon papa. Ça, c'est un peu plus privé. Je ne l'ai pas dit à beaucoup de monde. Mais ici, en fait, mon papa, lui, a été orphelin. Donc, du coup, lui, quand il est né, on l'a placé dans un orphelinat. Et je pense que c'est quelque chose qui l'a marqué parce qu'il a toujours se débrouillé. Donc, du coup, il a eu une empreinte comme ça qui a été marquée. Il a été formaté. Moi, on m'a formaté là-dessus, sur la sécurité. Donc, du coup, moi, l'argent, fallait pas prendre de risque avec l'argent. Donc, j'ai pas du tout été élevé dans un esprit d'entrepreneuriat où là, on ose un peu plus prendre des risques en termes de finances. Donc, du coup, moi, j'ai suivi la voie traditionnelle du salariat finalement, de par cette, je veux dire, c'est ce que tu vois. m'a légué entre guillemets, quoi. Ouais. Du coup, tes parents, ils n'ont jamais investi en immobilier, ils n'ont jamais lancé de business? Mes parents sont simplement propriétaires. Ok. Ils ont acheté leur résidence principale? Exactement. Ok, ça arrêté là. Ok, super. Et du coup, est-ce qu'ils tu les vois épanouis dans leur activité, tes parents, si je peux demander? Pas tout à fait, parce que maman est quelqu'un qui adore voyager, mais elle n'en a pas l'opportunité. Mon papa, voilà, il s'est toujours, entre guillemets, sacrifié pour la famille, pour qu'on ne manque de rien. Mais naturellement, je suppose qu'il voudrait aussi, lui, un peu plus de liberté, un peu plus de voyage, mais il ne le fait pas parce que, voilà, il n'a peut-être pas forcément les finances non plus de pouvoir comme ça profiter de la vie. Donc, il pense plus à la famille, à ses enfants plutôt qu'à lui, quoi. Et je trouve c'est un peu dommage. Ouais. Ils ont quel âge, si je peux demander plus aujourd'hui? Mon papa a 67 ans, ma maman a 66 ans. Ok. Ouais. Et toi, quand tu les vois à cet âge-là et que tu te projettes éventuellement continuer comme eux, parce qu'au final, tu as suivi pas mal leur chemin, hein, en fait. Exactement. Si tu te vois continuer comme eux et avoir le même âge maintenant, qu'est-ce que tu te dirais? Est-ce que tu dirais, waouh, c'est pas top comme vie, ou finalement tu dirais, ça va, qu'est-ce que t'en penses? Non, je me dirais que je suis passé à côté de quelque chose de quelque chose finalement. Je me dis, je ne pourrais pas suivre leur lignée avec tout le respect que j'ai pour eux. Je ne pourrais pas suivre cette lignée-là. J'ai envie vraiment de bousculer les choses. Et puis, moi, j'ai toujours dit, je suis fils d'orphelin et j'ai envie de casser une certaine barrière finalement. Et j'ai envie de casser une certaine barrière et de faire honneur un peu par rapport à ce que mon papa a vécu et de faire honneur à mes parents de par mon investissement en moi dans un premier temps et par la suite par le business que je compte lancer et mes projets que je compterais réaliser dans le futur, quoi. Ouais. Ok, on va en parler. Moi, j'aimerais qu'on essaie encore d'être baigné vraiment dans ton adolescence, dans ton enfance, de ce que tu as vécu. Oui. Je sais pas si tu te souviens de choses, par exemple, que tes parents ils te disaient, ou ils voulaient te faire faire, ou ils voulaient justement pas que tu fasses, peut-être. Je sais pas si tu as des choses qui te viennent comme ça en tête, ce que tu te dis par rapport au développement personnel, à la finance, à l'entrepreneuriat. En fait, moi, j'ai toujours voulu investir, aller plus loin. Moi, ça fait maintenant 14 ans que je me suis acheté ma résidence principale, mon appartement sur Bruxelles, et j'ai toujours voulu passer à l'étape supérieure. Mais quand j'en parlais, par exemple, à mes parents, surtout à mon père, je sentais qu'il avait peur du risque. Il avait peur que je prenne des risques et que je me casse la figure. Donc, du coup, ça m'a freiné. Et je ne pouvais pas parler librement de mes projets avec lui. Donc, moi, j'ai été, entre guillemets, un peu livré à moi-même entre mes pensées, mes projets. Et je gardais tout ça en moi, finalement. Et je n'ai jamais pu vraiment m'exprimer dans mes projets, mes réalisations, finalement. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et à partir de jusque quand, donc de 0 à jusque quel âge, t'as suivi juste tes parents dans un long fleuve tranquille, et à un moment donné, tu t'es juste dit, il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on peut faire. Exactement, quand j'ai passé la trentaine. Ok, là, après la trentaine. J'ai à déjà tâter le terrain. Et j'ai quand même vécu encore pendant, maintenant j'ai 37 ans, j'ai quand même vécu pendant, allez, on va dire 6 années où ça bouillonnait en moi, quoi. Je voulais faire les choses, mais
mais je n'étais pas suivi, je pouvais en parler à personne parce que moi, autour de moi, ben, on n'est pas entrepreneur ou autre. Donc, du coup, ben, limite, si j'en parlais à quelqu'un, on me prenait pour un fou. On croyait que j'allais me casser la figure. Donc, moi, ça m'a toujours freiné finalement. Ouais. J'ai jamais pu avancer. Okay. Et au-delà de tes parents, ton cercle, est-ce que tu avais un cercle amical? Oui, j'ai beaucoup d'amis, mais qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat du tout. Okay. Et ils sont dans quoi les 3 personnes que tu côtoies le plus sont dans quoi, si je peux demander? Ah, de salariat. Salariat? Simplement, ouais, Okay. le salariat. Et eux, qu'est-ce qu'ils pensent de l'investissement, du business, de l'entrepreneuriat? Gros risque. Ils pensent que c'est très risqué, qu'il y a réellement un risque quelque part et qu'on peut facilement se casser la figure finalement. Okay. Donc, ouais. Ok, c'est ça. Donc, si je comprends bien, en fait, toi, tu as vécu donc, voilà, toute ton adolescence, une partie de ta vie, du coup, à voir tes parents qui sont tous les deux salariés. Ouais. Voilà, tu as vraiment suivi en fait ce qu'ils font. Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, tu fais le même métier que ton papa. Exactement. Ouais. Bah, dans le même domaine, plus ou moins à la SNCB. Ouais. Du coup, comment tu es arrivé à te dire je vais travailler à la SNCB? Oh, bah, ça s'est fait naturellement. Moi, à la base, avant de commencer à la SNCB, je voulais travailler à la police. Ensuite, mon papa m'a dit, écoute, si tu veux, ils engagent à la SNCB, si ça t'intéresse, pourquoi pas? J'ai dit, écoute, ouais, pourquoi pas, je vais postuler. De fil en aiguille, j'ai postulé, j'ai réussi tous les examens qu'il fallait, et je suis rentré dans la société. Bon, une bonne société, c'est pas ça, c'est vraiment un bon cadre de travail. Je veux dire, on est relativement bien payé, on a quelques avantages et tout, qui sont non négligeables. Donc, du coup, moi, je suis resté un peu dans ce confort-là, finalement. Ouais. Et ça s'est fait comme ça, mon papa qui m'a conseillé, j'ai suivi la lignée. Ouais, c'est ça. Ouais. À quel âge tu as signé un CDI? Mon CDI, je l'ai signé à 23 ans. Ok. Ouais, 23 ans. Est-ce que vous avez fêté ça? Pour savoir, ou est-ce que vous avez fait un dîner où vous étiez quoi? Attends. Ouais. On a quand même marqué le coup, quoi. Ouais, c'était quand même l'aboutissement de, voilà, l'enfant qui puisse avoir son CDI à la SNCB. C'était une fierté pour tes parents? Ouais, c'était une fierté. Ouais, c'était une fierté, bien sûr. Ok. À cette époque-là, est-ce que tu étais en couple ou tu étais célibataire? À cette époque-là, non, j'étais célibataire. Ouais. À cette époque-là, j'étais célibataire. Ok. Ouais. Donc, à nouveau, tu as grandi, tu as suivi le même chemin que tes parents, tu travailles à la SNCB comme ton papa. Exactement. Donc, en fait, tu suis vraiment ce rythme traditionnel, en fait. Hein. Tu as fait des études spéciales, juste pour comprendre un peu? J'ai fait des études en tourisme. En tourisme? Bon, je ne sais pas du tout diriger le tourisme, finalement. Okay. Donc, du coup... Ok. Est-ce que pour toi, à un moment, dans cette période-là, il y a un moment donné où tu as quand même dit « Oh, je me mettrais bien indépendant, ou je ferais bien ça », ou toi, en fait, c'était juste comme, tu sais, les œillères et tu allais juste tout droit vers le salariat? Non, j'allais tout droit vers le salariat. Hein. Moi, à partir du moment où j'étais salarié, je pensais pas du tout à investissement ou autre. Moi, mon but, c'était d'avoir ma résidence, d'avoir mon appartement et d'être posé. Pour le reste, je pensais pas du tout beaucoup plus loin que ça, c'est ça. Finalement. Et une autre question qui m'intéresserait de savoir, Jim, c'est est-ce que dans cette période-là, jusqu'à tes 20, 22, 23 ans, etc., tu pensais à quelle vie idéale j'aurais à 60 ans? Ou comment je me vois à 50 ans? Est-ce que tu te posais la question? Je me suis jamais projeté. Jamais projeté aussi loin. Je m'étais dit que, que j'allais faire mon petit bonhomme de chemin et que le reste allait suivre. Mais je me suis jamais réellement projeté aussi loin jusqu'à mes 60 ans ou autre. Non. Ok. Et aujourd'hui, par contre, est-ce que tu as une vision qui est claire? Est-ce que tu t'es projeté sur quelque chose d'autre que tu voudrais dans la vie? Et que tu te dis, à 50 ans, je me vois comme ça, maintenant, aujourd'hui, à l'heure où on parle? Non, oui, je suis conscientisé sur beaucoup de choses. J'ai eu un gros déclic, là, il y a un an. Ouais. Et maintenant, clairement, je me vois pas, avec tout le respect que j'ai pour eux, comme mes parents, à leur âge. Bien sûr. Je me vois pas du tout dans le même contexte, en fait. Ok, je comprends. On va en parler, évidemment, de comment tu te vois et qu'est-ce qui a changé. J'essaie juste d'approfondir éventuellement ou de plonger encore plus en toi, dans ton toi adolescent. Je réfléchis si je peux te poser quelque chose d'autre qui peut vraiment être pertinent. Mais donc toi tu as fait des études, tu as suivi vraiment le salariat. Est-ce que tu t'es entre tes je sais pas moi 15 et 25 ans, est-ce que tu t'es formé, est-ce que tu as lu, est-ce que tu regardais, tu suivais des gens, est-ce qu'il y avait des gens qui t'inspiraient, des choses comme ça? Non, pas du tout. Non, je n'étais vraiment pas axé là-dessus moi à la base. Non, pas du tout. Donc en fait, on peut dire que tu as toujours juste regardé ce que faisaient tes parents et ce que faisaient tes amis autour de toi. Exactement, parce que j'étais baigné là-dedans. Donc, Et est-ce que tu voyais quand même d'autres personnes qui avaient un style de vie qui est complètement différent que celui auquel du coup tu pensais aspirer et celui de tes parents? Est-ce que tu voyais des gens qui vivaient différemment? Dans mon entourage, pas vraiment. Non, dans mon entourage, non. D'un point de vue extérieur, des personnalités ou autres que je suis, mais je veux dire, sinon, moi, dans mon entourage, non. On a tous un entourage vraiment très, très classique. Est-ce qu'il y a une personne qui te fait rêver en termes de style de vie à cette époque-là?
personne qui me fait rêver un style de vie. Où tu disais, purée, j'aimerais trop vivre comme lui. De tête comme ça, Non. non, pas vraiment. Non, Ok. pas vraiment. Tu disais que, on peut rebondir peut-être sur les voyages. Tu disais tout à l'heure, Ouais. t'aimes bien les voyages. J'adore. C'est à quel moment t'as compris que t'aimais les voyages? Mais j'ai toujours été passionné. Moi, je suis passionné de géographie à la base. Ok. J'ai toujours été fort en géo, en ce qui concerne tout ce qui est capitale et tout. Et moi, en fait, comme je pouvais pas voyager avant quand j'étais plus jeune, ce que je faisais, je prenais l'atlas et je regardais les pays, je regardais les distances, je regardais les capitales. Et en fait, je lisais l'atlas comme un livre. Voilà, on parlait de livre tout à l'heure. Ouais. Ben moi, c'était l'atlas que, Ok. que je lisais parce que j'avais pas les moyens de voyager. Donc, du coup, ben, c'était mon petit moyen, mon Ouais. petit échappatoire, quoi. Ouais. Donc voilà, ouais. Ouais. C'est vrai que quand on voit ton feed Instagram maintenant, va dire c'est toi au soleil, toi à des plages, je te dis. On en profite. Tellement rattrape le temps perdu. Très bien. Ok, donc je pense qu'on a bien compris ici un peu dans quel environnement adolescent tu as vécu, etc. Du coup, t'as ton CDI, tu m'as dit à 23 ans, Oui, plus c'est ça, 23 ans. Aujourd'hui, tu en as 37, tu nous as Ouais, dit. c'est ça. D'accord. Donc de tes 23 à 37, aujourd'hui, tu es en salariat. Qu'est-ce qui a changé de 23 à 37? Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé en toi? Ouais. Moi, il y a quelque chose qui a changé en moi. Mais déjà, quand j'ai rencontré ma compagne actuelle, c'est la seule personne à qui j'ai pu parler de mes objectifs, de mes projets de vie, et qui m'a compris, qui m'a dit, écoute, Jimmy, ok, ben, ça serait génial. Moi, elle Ok. elle a la même vision des choses que moi, heureusement. Ok. Et qui est laquelle? Juste si tu peux un peu donner du contexte, quelle vision, La etc. vision des choses, c'est d'être libre, d'investir Ah, ok. financièrement, de pouvoir voyager, d'être Ah, ok. beaucoup plus libre de temps, de finances, de géographie. Ok. Ouais, Ok. exactement ça. Ok. Et juste, j'aimerais comprendre, parce que ça, tu l'as eu à quel moment? Tu l'as eu, est-ce que c'est venu de toi? Ou est-ce que c'est venu de elle? Ou est-ce que tu l'avais avant et en fait, t'essayais d'en parler à tes parents et eux, Ouais. tes parents te renvoyaient pas la balle? Donc, C'est ça. Ouais. En fait, je l'avais déjà avant, mais du coup, j'avais pas d'échange. Ah. Et quand j'ai rencontré Mélissa, qui est ma compagne actuelle, Ouais. bah, il y a eu un échange direct qui s'est fait. On oui. avait plein de points communs. Ah oui. Et elle m'a dit, bah, let's go, quoi. Vas-y, fais ce que tu as envie de faire. C'est ça. Donc, du coup, si je comprends bien, Jim, quand tu parlais à tes parents, t'allais leur dire quoi, par exemple? Je sais pas, tu dis, moi, j'aimerais voyager, j'aimerais plus. Tu leur dirais quoi? Ouais, j'aimerais bien investir parce que l'investissement, entre guillemets, je voulais investir, mais comme je te dis, il n'y avait pas de retour. Donc, du tout, quand je parlais de ça, c'était non, mais ça va, t'as ta résidence, c'est bien, contente-toi de ça. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes déjà qui ont ça, c'est Ouais. très bien. Donc, du coup, bah, moi, je stagnais finalement. Et voilà, je ne savais pas évoluer dans ce contexte-là. Pendant combien de temps il y a eu ce jeu comme ça où toi, tu leur disais, j'aimerais investir, j'aimerais plus, j'aimerais faire autres choses, et eux, ils te renvoyaient pas la balle ou ils te cassaient justement? Ça a duré quand même, on va dire, de mes 28 ans jusqu'à maintenant, finalement. Ok. Jusqu'à 28-37. Ouais. Donc 9 années. Ouais. Et avant les 28 ans, on est d'accord que, voilà, toi, tu n'avais pas cette présence d'esprit, entre guillemets, où là-dessus. tu voulais bouger et changer des Voilà, je n'étais pas Ok. encore axé là-dessus. Moi, je démarrais dans la vie, tu vois, j'avais beaucoup de choses en tête, j'avais Ouais. mon boulot qui me prenait beaucoup de temps, choses. donc j'étais focus là-dessus, donc je n'étais pas très dispersé, Ouais. j'étais focus sur mon travail finalement. Ouais, je vois. Et qu'est-ce qui a fait qu'à 28 ans, tu as commencé à avoir justement cette envie d'aller parler à tes parents, j'aimerais autre chose, etc. Qu'est-ce que tu t'es rendu compte de quoi, en fait, peut-être? Je me suis rendu compte que j'avais besoin de bouger, je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'activer. J'étais encore jeune, que je voulais bouger, un peu faire bouger les choses finalement. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a entraîné, le fait d'essayer de leur en parler. Mais il fallait que je m'active, il fallait que je bouge. J'avais pas encore 30 ans, il fallait que je déplace des montagnes, j'avais de l'énergie pour, tu vois. Et voilà la raison principale. Ok. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu étais... Parce que tu as travaillé à 23 ans, tu as eu son CDI. Ouais. À 28 ans, tu as commencé à vouloir changer les choses. Ouais, exactement. Et du coup, pendant cette période-là, donc il y a eu 5 années. Pendant ces 5 années, c'était quoi tes journées? C'était quoi comment ressemblait ta vie pendant ces 5 années, si je peux demander? Pendant ces 5 années, c'était le boulot. C'était le boulot, le sport. Et voilà, et entre guillemets, point barre, boulot, sport. Et je restais dans une routine qui me plaisait finalement pas, quoi. Qu'est-ce qui te manquait ou qu'est-ce que tu voulais d'autre? De sortir de la routine. De sortir de la routine et de pouvoir voir un peu plus grand, un peu voir plus loin, pouvoir voyager, de pouvoir profiter pleinement de la vie, de pouvoir m'offrir ce que j'avais envie de m'offrir sans me dire,
je dois mettre de côté, ou je dois épargner, ou je dois attendre autant de temps pour tel voyage, par exemple. Voilà, c'est ça. Ouais, essentiellement. Quelle est l'unique chose qui te frustrait le plus dans cette période? Qui me frustrait le plus, c'était de ne pas le voyage, de ne pas pouvoir voyager. De ne pas pouvoir voyager parce que, bon, moi, je suis amateur, je suis vraiment un amateur de voyage, c'est ce qui me permet de me recentrer sur moi-même. J'ai besoin de ça, franchement, c'est vital. Et le fait de ne pas pouvoir voyager, moi, quand je partais en vacances, que je revenais, que je devais attendre 1 an pour repartir aux prochaines vacances, je déprimais pendant 2-3 semaines. Donc, du coup, ça me frustrait énormément. Combien de congés tu avais par an? Oh, l'espace d'une bonne vingtaine de jours. Et aujourd'hui, 10 ans après, plus de 10 ans après, tu as plus de congés ou tu as moins de congés, les mêmes jours de congés? Un peu plus parce que bon, voilà, je peux un peu plus adapter mon horaire, je suis un peu plus flexible, donc j'ai un peu plus de temps pour moi quand même. Et tu en as combien par année de congés du coup? Maintenant, on peut compter que je peux osciller quasi jusqu'à 2 mois de congés à l'année. Ok. Donc avant, tu étais 20-30 congés, là, tu as doublé. Ouais, tu as doublé. Exactement. Ok. Doublé, Ok. Ça. Ok, donc je comprends bien, entre tes 23 et 28 ans, donc tu travailles. Ce qui te frustre, c'est principalement le fait que tu n'as pas beaucoup de congés et que tu aimerais plus voyager parce que tu as cette passion, tu as ce feu du voyage en toi. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu parles à tes parents, mais eux, ils comprennent pas ce que tu leur envoies par rapport à ce que tu veux faire. Non, et du coup, là, tu rencontres Mel, ta compagne actuelle, et là, tu rencontres quelqu'un à qui tu peux parler. C'est ça. Et là, quand tu lui parles, qu'est-ce qui se passe? En fait, maintenant, la balle te revient, mais qu'est-ce qui se passe dans vos discussions? C'était de comment faire pour pouvoir atteindre nos objectifs. Comment on pouvait faire? On a envie d'investir. Ok, comment? Tout seul, on n'a personne autour de nous qui peut nous aider, qui peut nous aiguiller. Parce que bon, par exemple, investir, c'est ce qu'on voulait faire, mais investir, tu te casses la figure, tu perds des milliers d'euros. Donc du coup, comment bien le faire? Donc on a essayé de trouver la solution par rapport à ça. On a beaucoup débattu là-dessus et c'était l'essentiel de nos conversations finalement. Oui, entre guillemets, un business qui pouvait nous permettre de passer un step supérieur, quoi. Ok. Donc les discussions que vous aviez étaient autour de comment est-ce qu'on peut faire pour se générer plus de temps, se générer plus de voyages, plus de finances, plus de temps, plus de finances, plus de liberté, quoi, finalement. Ok. Et à ce moment-là, tu achètes ta résidence principale à quel âge? Moi, je l'ai acheté 1 an après que j'ai commencé. Donc, on va dire à mes 24-25 ans, j'ai ma résidence principale. Ouais. Ah ouais, donc tu l'as acheté assez tôt. Et assez tôt, et tes parents, principalement ton papa, t'a motivé, t'a dit, ok, achète ta résidence principale, il était avec toi dans ce projet. Exactement, c'est même lui qui m'a avancé une partie d'argent. Je venais de commencer le travail, donc du coup, je n'avais pas énormément d'épargne. Et lui m'a financé une partie. Ce qui était de frais de notaire, par exemple, pour que je puisse pouvoir acquérir ma résidence principale. Est-ce qu'il t'aurait donné le même coup de main si tu lui disais que t'achetais un bien d'investissement, tu crois, à l'époque? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu de ça. Lui, c'était vraiment pour que moi j'y vive et voilà quoi. Et basta. Ouais, basta. D'ailleurs, je pouvais même pas lui en parler d'investissement pour ne pas y vivre. Ok. Tu as également un garage? Oui. Ça, tu l'as acheté quand? Combien de temps après la résidence principale? Donc, c'est simple, le garage, j'ai acheté en 2017. En 2017, j'ai acheté le garage. Donc c'est quoi, 3-4 ans après? 5 ans plus ou moins. 5 ans après? 4-5 ans après avoir acheté mon appartement. Ok. Ouais. Et ce garage, pourquoi tu l'as acheté? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que ça a été motivé par ton papa? Est-ce que c'est toi qui t'es dit? Ouais, c'était un garage via d'une connaissance à lui qui le vendait. Donc il m'a dit, écoute, ça t'intéresserait pas placer ton argent dans un petit garage, pas trop cher, en dessous du prix du marché? Non. Let's go, ouais. Donc, non. On va le faire. On était sans même longueur. Donc au final, ton papa, d'un côté, il y avait beaucoup de fausses croyances et des choses qu'il te partageait. Qui étaient qui restaient dans les tranchées, si je peux dire. Exactement. Mais de l'autre, il t'a poussé à acheter ta résidence principale, il t'a poussé à acheter un parking. Exactement. Pour lui, c'était des investissements sûrs, en fait. Déjà, résidence principale pour que j'y vive et que j'ai mon appart. Donc là, il était tranquille, entre guillemets. Et elle box garage, pourquoi? Parce que c'est pas un réel gros risque. Donc du coup, tranquille, quoi. Ah ouais, ok. Donc vraiment, tout était basé sur peu de risques, tranquille, on joue small, en fait. Complètement. Ok, je comprends. Donc là, Jimmy, il a acheté sa résidence principale à 24 ans. Il travaille, il est en CDI depuis 23 ans. Il achète les garages quelques années après, 5 ans après. Il rencontre Mel. Et donc là, on a la trentaine, on va dire, début de trentaine, on va dire. Donc là, tu as le garage, t'es propriétaire de ta résidence principale, tu as la trentaine.
et maintenant tu as quelqu'un qui discutait. Ouais. Mel, quel état d'esprit elle avait et quel rôle elle a joué dans ton état d'esprit à toi? Comment j'ai été élevé, je te dis, avec beaucoup de blocages et beaucoup de fausses croyances, je bloquais sur beaucoup de choses. Je voulais arriver à quelque chose de mieux, mais j'osais pas. Et Mel, qui est beaucoup plus fonceuse et beaucoup plus ouverte d'esprit pour tout ça, m'a complètement, elle m'a aidé à casser certaines barrières et à pouvoir me dire, ok, on va franchir le pas. Parce qu'elle le voulait et je retardais. Et c'est grâce à elle, finalement, qu'on a franchi le pas. Ok. Et elle, est-ce que tu te souviens de phrases qu'elle te disait ou de choses qu'elle faisait pour t'aider à changer ces fausses croyances que tu as eues depuis plus d'une trentaine d'années avec tes parents? Ben, écoute, ça s'est fait naturellement finalement. C'est pas qu'elle avait une phrase type ou autre ou des conseils bien prédéfinis à me donner, mais finalement, non, c'est juste question d'état d'esprit. Elle, je te dis, elle a un état d'esprit beaucoup plus ouvert. Elle ose prendre les risques, tu vois. Okay. Elle ose prendre des risques. Et quand je parlais de mes projets, du coup, elle était dans la même optique que moi. Elle me dit, mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi on n'emboîte pas le pas? Parce que voilà, quoi, il faut les finances, il faut ci, il faut ça, il faut être bien encadré, on peut se renseigner, on peut essayer de trouver des gens qui peuvent nous permettre de franchir le pas, tu vois. Et en fait, voilà, ça s'est fait naturellement, en dialoguant tous les deux. Ok, c'est ça. Donc toi, en fait, tu avais enfin quelqu'un à qui parler sans que tu allais te juger, ah mais non, Jimmy, c'est pas ça qu'il faut faire, etc. Surtout quelqu'un qui pouvait un peu me motiver dans mes projets et me rassurer aussi finalement. Ok, donc tu as vraiment eu un support, quelqu'un qui t'a supporté dans cette évolution de pensée en fait. Honnêtement, si je ne l'avais pas rencontré, je pense que je serais toujours occupé à stagner. Ouais. Ok, parfait. Du coup, on a la trentaine d'années. Du coup, vous parlez ensemble, vous papotez, elle t'aide dans tes prises de décision, dans tes compréhensions psychologiques. Exactement. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, il y a un déclic, il y a quoi, qu'est-ce qui se passe après? Écoute, il y a un déclic, oui. Ici, le déclic, comment t'expliquer ça? C'est plus, voilà, Mel et moi, chaque année, on partait en voyage, on aimait bien partir hors Europe, on partait souvent du côté de Bali, du côté de l'île Maurice. Elle déclic, c'était la routine, elle dans son boulot, moi dans le mien. Tu sais, des 8-16, le soir on est fatigué, on se voit que très peu, puis on est reparti, puis les semaines comme ça. Ça a été le réel déclic. On s'est dit non, on ne peut pas vivre comme ça notre vie de couple indéfiniment de cette manière-là. À un moment donné, il faut essayer de faire quelque chose, quoi. Tu vois, il faut tellement vivre sa vie. Et puis bon, voilà, on s'est rencontrés, on avait la trentaine. Puis bon, tu sais, on voulait mettre un projet bébé aussi. Et voilà, il y a toutes sortes de choses qui nous ont un peu boosté aussi. Ok. Donc quand vous étiez là-dedans, vous travaillez tous les deux, vous étiez un peu dans le tourbillon du train-train quotidien, un peu le métro boulot dodo peut-être. Clairement, vraiment, on se lassait de ça complètement. Et quelle était la chose qui, à ce moment-là, où on a évolué, te frustrait toi le plus ou vous frustrez-vous à deux le plus? D'être dans cette routine finalement, et comme tu dis, se mettre au boulot dodo, d'être bloqué là-dedans, en fait, dans ce tourbillon-là. Ça, c'était frustrant. On ne pouvait pas se dire de continuer sur cette lancée-là, tu vois. Ça a affecté votre vie personnelle, votre santé, votre vie émotionnelle? Ça a affecté quelque chose? Ouais, quand même, ça nous touchait quand même, quoi, tu vois, un peu mentalement, recherche mentale, psychologiquement surtout, tu vois, Ok. Qu'est-ce que ça faisait exactement psychologiquement? Voilà, on voulait vivre vraiment une vie de pleinement épanouie et ça nous bloquait dans plein de choses. Tu sais, on aime bien sortir, faire des bons restaurants, on aime bien, comme je dis, voyager, on aime bien profiter avec la famille, aussi offrir de belles choses à notre famille, tu vois. On ne pouvait pas forcément toujours le faire, tu vois. Ok. Qu'est-ce qui permettait que vous ne pouviez pas le faire? C'était les finances, c'était le temps? Le temps, oui, dans un premier temps. Et les finances d'un autre côté, hein, bien sûr. Très bien, donc vous évoluez dans ça et puis vous avez une grosse frustration, donc vous manquez de temps, vous manquez de finances. Ouais. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe après, pendant cette période-là? À un moment donné, on a voulu franchir le pas. On était décidé à investir dans l'immobilier de manière commune, hein, de le faire en commun. Ouais. Et là, on s'est dit, let's go, on est parti, quoi. Et là, on a commencé à mettre les bouchées doubles. Ouais. Et pourquoi l'immobilier? Donc là, vous dites, ok, là c'est bon, là on veut plus de cette mode de vie, on est trop frustré, on n'a pas de temps, on ne peut pas voyager suffisamment comme on le veut, on aimerait avoir plus de finances. Pourquoi vous avez dit l'immobilier? Est-ce que vous avez évalué d'autres possibilités d'investissement ou de ressources? Écoute, question business, on n'avait pas vraiment d'idée question business. Donc ici, pour nous, la valeur la plus sûre qui était, et qui l'est encore actuellement, c'était l'IMO. Donc on a directement pensé là-dessus, on a directement pensé à se tourner là-dessus.
Puis moi, je m'étais dit, bon, j'ai déjà le bien d'autant d'années, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, avec du fait que j'ai déjà un peu rentabilisé le bien que j'ai acquis. Donc, du coup, je me dis, ouais, l'IMO, je pense que c'est quelque chose de sûr et de très stable malgré tout. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, tu en parles à tes parents et tu dis, oh, maman, papa, j'aimerais bien quand même rebouger, faire un peu bouger mon argent. Ça fait un moment donné que j'ai remboursé du capital sur mon premier bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu en parles avec eux à ce moment-là ou pas? Pas du tout. Là, j'ai compris que je me heurtais à un mur. Okay. Donc, du coup, j'en ai plus parlé à mes parents. Non. Ok. Donc, à part Mel, est-ce qu'il y avait d'autres personnes à qui tu parlais de ça? Des collègues qui, eux, sont un peu dans le même état d'esprit éventuellement et qui, certains me disaient non, t'es fou, d'autres me disaient, écoute, ouais, vas-y, pourquoi pas, franchement, ça peut être bien. Heureusement, j'ai beaucoup de collègues quand même qui sont encourageants, ils vont pas me casser, ils vont quand même essayer de motiver. Franchement, j'ai de bons supporters pour ça, mais mis à part Mel et quelques collègues, c'était tout, quoi. Ok, parfait. Du coup, qu'est-ce qui se passe après, Jim? Du coup, tu passes à l'action. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis que tu dois faire du coup pour acheter ton prochain bien? C'était de bien se faire encadrer, de pas le faire tout seul. Okay. Et on a essayé de se renseigner pour voir comment on pouvait se faire encadrer. On a testé, on a demandé beaucoup d'infos à plusieurs personnes qui étaient dans l'immobilier, mais bon, on n'avait pas le feeling. Et après, le reste, c'est passé avec toi. C'est ça. On va en parler évidemment de l'histoire et un peu de ce que vous avez obtenu, parce que vous avez quand même fait un super projet. On va en parler dans un instant. On va parler même un peu de chiffres, si ça ne te dérange pas. Moi, j'aimerais juste comprendre comment est-ce que vous en êtes venu à vous dire on va vous faire accompagner. C'est-à-dire, est-ce que vous avez essayé d'abord d'acheter seul de l'investissement? Non, on n'a pas osé. On a voulu directement vraiment nous sécuriser et se dire, puis on achète, on se fait encadrer par quelqu'un. Ok. Obligé, ouais. Ok. C'était quoi la plus grosse peur? Perdre de l'argent. De louper son investissement et de se casser la figure complètement et de perdre des milliers d'euros. Quoi. Moi, je me souviens bien de nos échanges. Je me souviens bien qu'on avait eu un appel. J'arrivais au David Lloyd, la salle de sport dans laquelle je vais. Et je me souviens qu'on s'était eu au téléphone, etc. On s'était eu plusieurs fois au contact. On avait eu un très bon contact. Exactement. Mais je bloquais. Ok, tu me laissais le temps, c'est ça aussi. Tu me laissais le temps d'y réfléchir. Tu ne mettais pas la pression, quoi que ce soit. Pas du tout. Tu me dis, écoute, réfléchis. Moi, je fais comme ça. Tu m'appelles quand tu as envie. Tu me dis quand tu es prêt. Et alors je me souviens, c'était vous qui étiez revenu vers moi sur la WhatsApp et vous m'avez dit, ok, Arnaud, là, c'est bon. Allez, comment est-ce qu'on peut faire C'est ça, exactement. Etc. Et puis, on avait démarré. C'est ça. Ok, mais donc, pour vous, Jim, c'était, on veut de la sécurité, on veut pas perdre de l'argent, donc on est obligé de se faire accompagner. Exact. Et du coup, est-ce que vous étiez au courant qu'un accompagnement, ça se paye? Vous étiez prêt à payer pour vous faire accompagner? Par rapport à ça, quelle est ta pensée? On se doutait bien qu'un accompagnement n'allait pas se faire gratuitement, que d'office, il fallait probablement donner une certaine somme, un certain investissement là-dedans. Maintenant, tout dépendait de la somme aussi. Donc, mais on était prêt à le faire. Tout dépendait de la somme. Mais on était bien conscient qu'il fallait probablement payer quelque chose naturellement. Oui, ça, on était bien conscient. C'est ça. Donc, vous étiez conscient que et vous le faisiez dans une démarche de juste sécurité ou dans une démarche aussi d'apprendre, d'apprendre de sécurité, d'apprendre d'être bien encadré, bien entouré, et de pouvoir profiter aussi éventuellement d'un réseau, tu vois, pour tout ça, quoi. Ok. Quel est le facteur numéro 1 qui vous a fait ne pas passer à l'action directement avec un accompagnement, que ce soit le mien ou un autre, selon toi? Déjà le rapport de confiance avec parce que je t'ai dit, on en a testé d'autres avant toi où on n'est pas passé à l'action. Rapport de confiance, le feeling. Parce que nous, on fonctionne fort par rapport au feeling. Le coût aussi de l'accompagnement, finalement, c'est ces facteurs-là qui nous ont un peu. On a un peu freiné le pas, on a un peu analysé le truc et on s'est posé, on a discuté. Donc c'est le feeling qui vous avait dit, ok, on a un bon feeling avec Arnaud, on le sent bien, let's go. Clairement, c'est ce qui a fait le tout, c'est le feeling et puis ce que tu nous proposais aussi, la qualité de l'accompagnement, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Parfait. Et du coup, alors aujourd'hui, si tu peux rapidement dire qu'est-ce que tu as pu réaliser, et puis on va un peu faire tout le chemin justement du programme tranquillement ici, pour que tu exprimes vraiment comment tu as vécu tout le processus au final. Aujourd'hui, où t'en es du coup par rapport au programme? Qu'est-ce qui se passe actuellement là? Ici, ça fait depuis 1 an qu'on est dans ton programme. On a déjà acheté notre bien qui est bientôt finalisé. Donc nous, on compte en faire un Airbnb. Donc du coup, il est finalisé ici, il est tout prêt.
Donc, il n'y a plus qu'à faire l'annonce et à le lancer. Ouais. Mais là, on est sur un projet Airbnb sur Bruxelles. Ouais, complètement. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux partager des chiffres? Combien vous l'avez acheté au total? Combien l'opération vous coûte au total? Combien, voilà, juste plus ou moins pour juste situer les gens? Quand je l'ai acheté, enfin, combien on l'a acheté, ça nous a coûté 175 000 €. Ok. On a eu plus ou moins 30 000 € de travaux. Ok. Mais tout était refait. Tout était refait. Tout était refait Ok. à nu. Donc, plus ou moins 30 à 35 000 € de travaux pour tout refaire nickel. Et alors, l'emprunt, on a eu un emprunt à 125%. On nous a emprunté les frais de notaire, les travaux et l'achat du bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me souviens. On va en parler de toutes ces étapes un peu plus en précision. Ouais. Juste, est-ce que tu peux partager combien est-ce que vous visez en termes de revenus locatifs sur ce bien-là? De revenus locatifs, on a estimé qu'ici, nous, on a un remboursement de crédit de plus ou moins 900 €. Ok. Et on pourrait aller chercher, en étant optimiste, en Airbnb, plus ou moins entre 1 500, 1 800, voire au mieux 2 000 € par mois de loyer. Ouais, franchement, avec la qualité de définition que vous avez et la typologie de bien, avec le chien assis, vraiment la vue assez panoramique sur Bruxelles, pour moi, vous avez quand même un bien qui est assez caractère et qui, honnêtement, le 100 € la nuit sur 20 nuitées, donc aller chercher 2000, ça me semble complètement réaliste. Voilà, nous, on reste toujours, entre guillemets, réaliste. On n'ose pas trop se projeter trop haut. Si c'est plus haut, c'est très très bien. Si c'est plus bas, on est bien. C'est ça. On est bien. Donc en gros, si on atteint les 2000 € par mois et qu'on a 900 € de crédit, ça fait 2000 moins 900, ça fait 1100. Puis il y a la taxe qui est un one-shot annuel, mais revenu sur le mensuel. Il y a l'assurance, il y a les charges de la femme de ménage, etc. On va dire, allez, grosso modo, imagine, on fait 400 €. Grosse charge, je pense que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Au final, en dernière ligne, on sort avec un projet qui fait 500-600 € de cash flow net, plus ou moins. Exactement, c'est plus ou moins. Ok, c'est ce que vous avez budgétisé. Ouais, ok. Exactement. Super. Mais on va revenir un petit peu là-dessus. Du coup, quand vous rentrez dans le programme, Jim, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les premières étapes du programme que tu te souviens, que tu apprécies ou que tu apprécies pas? Comment est-ce que tu vis l'aventure dès que tu le démarres? L'encadrement, le fait d'être... déjà, on a une plateforme où on est éduqué, on est formé, on a accès à une plateforme à vie qui nous forme sur l'immobilier dans son ensemble. Je ne vais pas passer en détail toutes les étapes, mais dans son ensemble, on est formé en IMO, on a des coachings chaque semaine, on a deux coachings, voire 3 coachings par semaine. On a des masterclass aussi avec des personnes telles des avocats, des notaires, des architectes, où on peut poser toutes nos questions. Donc, il y a un réel encadrement. En cas de souci, on peut toujours avoir des entretiens en one-one avec l'un des coachs. On est vraiment bien encadré. Et puis, le fait aussi d'avoir accès à la communauté. On a une communauté très solide, un écosystème qui est vraiment assez puissant. Et le réseau est très puissant, parce que dans le réseau, on a aussi beaucoup de personnes qui sont multipropriétaires et qui ont déjà de la bouteille. Donc, du coup, quand on pose une question dans le groupe, parce qu'on a notre groupe privé à nous, on a déjà, avant qu'un coach nous réponde, on a déjà une réponse de peut-être, je sais pas moi, 10 membres du groupe qui nous aiguillent ou qui nous donnent certaines infos. Donc là, le réseau est puissant, quoi. Donc le réseau et l'encadrement. Clairement, le réseau, l'encadrement, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Est-ce que vous êtes senti du coup soutenu dès le démarrage? Ouais, soutenu aussi même psychologiquement. On a eu des craintes, on a eu des petits stress. Bon, c'est nouveau pour nous. Pour les crédits, pour les travaux, mais tout était sur mesure. Allez, pour les travaux, j'ai pas touché un marteau. Tout était, c'est ce que je dis, le truc le plus difficile que j'ai eu, c'était monter les meubles Ikea finalement, après dans l'Airbnb. C'est le seul truc que j'ai fait finalement, parce que tous les travaux ont été gérés, tout était sur mesure, quoi. On n'a pas dû se tracasser pour quoi que ce soit. Et puis encadré par des personnes de confiance. L'entrepreneur, c'est un entrepreneur que toi tu nous as conseillé, qui s'occupait de tout ça. Le courtier qui a pu nous donner accès au crédit, c'est quelqu'un que tu connais très bien. Donc, du coup, on a affaire à des personnes de ton entourage où ça te met en confiance. Quand tu connais rien dans le métier, tu te dis, ok, quoi, c'est cool, c'est l'entourage d'Arnaud. On est bien, quoi, on est triste, tu vois. Ok, super. Donc, c'est vrai que c'est Cyril qui a fait la partie bancaire. Exactement. Qui vous a permis d'avoir le 125. Donc sur l'opération, tu as utilisé du coup la garantie immobilière de ton bien en résidence principale pour acheter ce bien-là. C'est ça. Exactement. Ok, super. Ok, le garage, on l'a pas pris en hypothèque là-dessus. Non, pas du tout. Non, on est libre encore. On va pouvoir l'utiliser pour un prochain. Exactement. Ok. Parfait. Du coup, donc Cyril, il vous a aidé pour faire le crédit, le dossier bancaire.
Puis le bien a été trouvé justement aussi par Cyril. Hein, donc le bien, Exact. c'est également Cyril qui vous l'a trouvé avec Yuri. Ouais. Donc, Exactement. donc Ouais, c'est vrai que c'était un peu... c'est vrai que ça s'était fait très vite. Parce que vous êtes parti pour prendre des informations sur le crédit. Ouais. Au final, tout s'est bien passé au niveau du crédit, mais finalement, il y avait une opportunité qui vous a proposé immobilière. Ouais, on lui avait un peu décrit le projet qu'on voulait. Et à un moment donné, nous, on cherchait de notre côté. Hein, on a fait des dizaines de visites, tu vois. Ouais. Mais souvent, des fois, on se faisait devancer. Voilà, on était beaucoup aussi sur les visites. Tu vois, il y a beaucoup de concurrence. Et j'avais pris un rendez-vous avec Cyril. Et je lui ai fait part de tout ça. Il me dit, écoutez, moi, si vous voulez, j'ai un beau petit projet ici. J'ai quelque chose qui pourrait peut-être vous plaire. Vous regardez, vous checkez, vous venez visiter. Si ça vous plaît, je vous le garde. Si ça vous plaît pas, moi, dans 2 semaines, il est sur le marché. Donc, c'est comme vous voulez. On a eu l'effet coup de cœur. On s'est dit, OK, ouais, on fait quoi. Et vous avez bien senti le truc, parce que c'est une bonne opportunité, un petit immeuble, donc faible charge, une localisation qui est relativement bien. On a les transports en commun qui sont pas loin. Exactement, ils sont juste à côté. Ça va vers le centre assez facilement. Donc, exactement. Ça tombait bien avec la typologie de bien que vous cherchiez. Bien sûr, c'était exactement ce qu'on cherchait. Parfait. Donc après, il y a les travaux qui se passent. Donc pareil, c'est Yuri qui vous a été recommandé. Il s'occupe des travaux, son assistante qui fait un boulot monstre. D'ailleurs, on a profité d'eux pour faire des petits travaux chez nous dans notre résidence principale. Donc du coup, tout s'est fait. On a eu plein de projets finalement qui se sont mis. Et les travaux se sont bien passés. Il n'y a pas eu de couac entre guillemets. Donc du coup, tout s'est fait naturellement, tranquillement. Okay. Parfait, jusqu'à ce que toi tu montes les meubles Ikea, il n'y a pas longtemps. Hein. Je suis pro, hein. Je suis au taquet. Mettez un commentaire si vous voulez que Jimmy vienne monter vos meubles. Là. Parfait. Très bien, et du coup, voilà un bien qui sera loué incessamment sous peu ici. Le mois prochain, ça fait. Ouais. Allez, parfait. Donc, typiquement, un projet immobilier, c'est vrai que ça prend quand même du temps en général. Hein. Bien sûr. 6 à 12 mois, c'est typique pour un projet. Donc, voilà, vous allez être un an de projet, mais un projet qui sera terminé. On a utilisé bien les leviers bancaires. Vous avez trouvé un bien qui n'était pas sur le marché, donc c'est cool. Bien sûr. Et puis un projet à haut rendement. Donc, voilà, vous avez bien suivi en fait tous les guidelines et toutes les steps. Exactement. Et ça, j'ai apprécié chez vous. Vous n'avez pas peur de poser les questions et de vous faire, entre guillemets, si je peux dire, petit, dans le sens où, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un ego surdimensionné. Je vais m'expliquer par rapport à ça, parce que c'est très important. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas recevoir un conseil d'une autre personne. Même si cette personne a ne fût-ce que des petits résultats au-dessus d'elle, en fait, ils mettent en cause la légitimité de la personne. Et pour moi, je trouve ça limite un espèce de virus mondial, parce que je trouve ça triste. Je sais pas, moi, j'ai aucun ego à me dire, y a une personne qui est meilleure que moi dans un domaine, et je la paye pour qu'elle m'aide à faire quelque chose. Exactement. Si c'est dans le but de t'améliorer et de pouvoir atteindre tes objectifs sur le moyen long terme, tu le fais, quoi. Enfin, voilà. Ouais, complètement. Toi, aujourd'hui, c'était le premier programme d'accompagnement que tu faisais, Jimmy ? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu penses que tu reprendras des programmes, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres choses ? Je suis beaucoup plus ouvert. Par rapport à tout ça, ouais, pourquoi pas. Maintenant, voir dans quelle sorte de business. Ouais, franchement. C'est ça. Est-ce que tu penses que les compétences que tu as acquéries en une année, tu penses que ce que tu as payé dans le programme, c'était la valeur que tu as payée, tu l'as retrouvée, non seulement sur ton bien, mais sur tes compétences ? Largement, ça retombe sur un investissement énorme. Je sais très bien, en le faisant, j'en parlais avec ma compagne, en le faisant, je savais très bien qu'on allait récupérer la somme fois 10. Déjà rien qu'à l'achat. On a acheté le bien en dessous du prix du marché. Déjà là, on avait tout gagné finalement. On avait déjà récupéré 3-4 fois l'investissement facilement. Donc du coup, Ok, cool. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'a pas encore investi en elle et que toi, tu es ton ancien Jimmy ou pendant une trentaine d'années, tu as suivi un peu ce que tes parents t'ont montré. Imagine, tu es cette ancienne personne et que tu es en face, c'est moi l'ancienne personne, et que tu veux me parler et que tu veux me dire quelque chose par rapport à... De ne pas avoir peur d'investir en soi, d'un peu s'écouter, et même limite, si tu ne sais pas en parler aux gens autour de toi, peut-être qu'ils ne te supportent pas, essaye de t'encadrer de personnes qui sont dans le même objectif que toi, qui ont le même état d'esprit que toi, et ne pas avoir peur de prendre ce petit risque d'investir en toi. Maintenant, ça dépend avec qui on le fait naturellement, mais de se renseigner, de
de pas trop hésiter parce que les années passent vite. Ouais. Et maintenant, le seul regret que j'ai, c'est de pas avoir commencé ça bien. Donc, ouais. C'est marrant parce que quasi tous les personnes qui passent dans le programme, c'est les personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont plus de 30 ans, 40 ans, ils font tous la même chose, le même regret. Ouais. Pourquoi j'ai pas démarré plus tôt? En fait, c'est une espèce de révélation. Ouais, clairement. Ouais, mon état d'esprit a complètement changé. Ça fait depuis 1 an, là. Je vois les choses complètement différemment. Complètement, je pense déjà à mon prochain bien, on part pour des colloques, voilà, on est déjà parti sur plein d'autres trucs, quoi. Ouais. Ok, vous vous sentez suffisamment confiant et compétent à continuer d'acheter? Clairement. Et puis, tu sais, on a toujours cette sécurité, c'est qu'on est toujours dans la communauté, finalement, on a toujours accès à la communauté. Ouais. Donc, si on a ne fût-ce qu'une question ou une crainte ou quoi, on peut en faire part à la communauté, au coach. Et il y a toujours quelqu'un qui sera là pour nous conseiller au mieux. Donc finalement, on n'a plus rien à perdre. Finalement, on pourrait toujours être épaulé. Donc non, là, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. C'est cool, hein, c'est cool. Super. J'aimerais qu'on se projette maintenant. Ouais, et puis qu'on finalise sur l'idée du podcast qui est Be The Change, et on va terminer là-dessus. J'aimerais qu'on se projette. Donc Jimmy, aujourd'hui, toi, tu as 37 ans. Ouais. Tu as mis donc une trentaine d'années avant de passer le pas d'un premier programme et d'investir en toi pour obtenir des nouveaux résultats. Clairement. Tu te vois où dans 10 ans? Tu te vois avec quel style de vie? Dans 10 ans, je me vois avec un style de vie beaucoup plus confortable, où multi-investisseurs, on aura bien investi d'ici là, bien plus encore. Et je me vois bien profiter de la vie avec mon petit, avec madame, et voyager, avoir un bien à l'étranger, au tropique même, investir là-bas, et pouvoir bouger, venir en Belgique, repartir, et de plus être bloqué comme ça dans le salariat, peut-être à un moment donné, à un moyen long terme, pouvoir sortir du salariat et de se dire c'est bon, quoi, on n'a plus besoin de ça, on peut vivre de nos rentes, quoi. Ok. Donc la différence entre le Jimmy qui aujourd'hui s'arrêterait d'investir et le Jimmy qui continuerait d'investir, c'est quoi la réelle différence? C'est le fait de pouvoir être libre de géographie, libre de temps? Clairement, de finances, de temps, et puis de pouvoir aussi avoir quelque chose pour mon petit. Là, ici, on vient d'avoir un heureux événement qui est arrivé le 28 novembre. J'ai envie de baigner mon fils là-dedans, tu vois, de ne pas le formater à être bloqué comme ça, de lui libérer l'esprit par rapport à ça, et de pouvoir lui offrir une vie qu'il mérite, quoi, qu'il puisse en profiter pleinement aussi. Est-ce que ton fils, tu vas être le papa que ton papa a été pour toi, dans le sens où, est-ce que si lui, il vient te parler et dit « Papa, j'aimerais faire ça, j'aimerais lancer un business, etc. » Comment est-ce que tu vas réagir? Je vais clairement l'encourager à le faire. Et puis ma compagne, sa maman, pareil, hein, elle va le motiver pour. Et honnêtement, je serai totalement différent que par rapport à ce que moi j'ai reçu comme éducation par rapport à ça. Donc non, là je vais l'encourager à fond. Génial. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, Jimmy, que tu as été Be The Change, tu as été le changement que tu vois, et que tu vois aujourd'hui les résultats? Bien sûr, j'ai été le changement. Naturellement, maintenant, on peut dire, je me suis pris un peu tard, mais finalement, je pense que l'âge, il faut le mettre de côté. Je pense que le plus important là-dedans, c'est d'avoir cette révélation, d'avoir ce déclic, et de se dire, maintenant, j'ai envie d'être une autre version de moi-même, et j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, quel que soit l'âge. De toute façon, il ne faut pas compter là-dessus. Sinon, est-ce qu'on a un âge précis dans lequel on doit se dire, on bloque, on ne fait plus rien parce qu'on n'a plus le temps de le faire ou parce qu'on est trop âgé? Non, il faut, à un moment donné, casser ces barrières-là, pouvoir se dire, écoute, j'ai envie d'être une autre personne. Et il n'y a pas d'âge, donc du coup, non, clairement. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience et n'a pas encore fait cette transition, mais qui lui écoute peut-être ce podcast et qui se dit, purée, je me reconnais dans l'histoire de Jim. Moi aussi, mes parents, ils m'ont pas supporté, je suis comme ça, pour l'instant, je suis salarié, je gagne 2-3 000 euros par mois. Et qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne? De ne pas perdre trop de temps, Maintenant, tout dépend dans quoi la personne veut se lancer, mais si elle a un objectif, un but, une passion qu'elle a envie d'entreprendre, mais qu'elle n'ose pas, fonce, essaye de donner les moyens de pouvoir y arriver, d'investir en toi-même. C'est le fait d'investir en soi. Le fait d'investir en soi, moi je le conseille à toute personne qui bloque. Faut stopper ça, faut arrêter ça. Faut casser ces barrières-là. Donc, on perd les années, et après, à un moment donné, les années passent, et on se dit, mais on est avec des regrets, on se dit, zut, c'est trop tard peut-être, et on n'a peut-être pas l'occasion d'atteindre l'objectif qu'on voulait atteindre, et je trouve ça dommage, quoi. Ouais, c'est ça.
Parfait. Super, Jim. Merci pour, Avec plaisir, Arnaud. merci pour cette discussion ouverte avec toi. Avec plaisir. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. C'était important pour moi d'avoir une personne qui a fait le programme dans ce premier épisode de Be the Change. Tout simplement pour voilà, parce que je pense que la majorité des personnes qui vont écouter ce podcast vont être des personnes qui vont être salariées, qui vont être des personnes qui se sentent peut-être aujourd'hui frustrées parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont peut-être pas les finances, ils n'ont peut-être pas la géographie qui leur permettent de vivre comme ils veulent vivre. Et c'était important pour moi d'avoir une personne en face de moi aujourd'hui pour le premier épisode qui a vécu par là, qui a vécu tout ça et qui après une trentaine d'années a su avoir un virage différent et à s'ouvrir un monde différent et du coup voir un espèce de bout du tunnel comme ça et une espèce de lumière. Donc voilà, merci en tout cas pour ton témoignage et cette discussion. Avec grand plaisir, plaisir partagé, Arnaud. Merci. Ouais, guys, n'hésitez pas à nous encourager. C'est le premier épisode d'une longue série, certainement, sur ce podcast Be the Change. N'hésitez pas à nous mettre des beaux commentaires, à remercier Jimmy, évidemment, pour tout ce qu'il nous a partagé aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire également si vous avez des personnes que vous voudrez voir sur le podcast ou des choses que vous aimeriez aborder. Ça va nous permettre d'affiner vraiment ce qu'on réalise ici sur ce contenu. Et voilà, sinon, on se dit certainement à très bientôt sur le podcast. À bientôt.